Le 10 décembre 1948, 3 ans après la création des Nations Unies, l'Assemblée générale a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. We stand today at the threshold of a great event. La Déclaration consacre les droits de l'homme et les libertés fondamentales inhérents à tous les individus dans toutes les nations. Bien qu'elle soit juridiquement non contraignante, la Déclaration a une valeur universelle. Elle a inspiré plus de 60 instruments juridiques internationaux qui constituent le cadre juridique international pour la protection des droits de l'homme. Tous les êtres humains peuvent se prévaloir des droits et des libertés consacrés par la Déclaration, sans distinction aucune. Alors, comment les Nations Unies répondent-elles aux attentes des détenteurs de droits? La Charte des Nations Unies a établi un certain nombre d'organes, notamment l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social et le secrétariat dirigé par le secrétaire général. Certains de ces organes, ou leurs organes subsidiaires, contiennent un volet droits de l'homme. Le 15 mars 2006, l'Assemblée générale a créé le Conseil des droits de l'homme, organe intergouvernemental composé de 47 membres, chargé de promouvoir le respect universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui fait partie du secrétariat, est le principal organe responsable des activités en matière de droits de l'homme. Le secrétariat du Conseil des droits de l'homme est assuré par le Haut Commissariat, dont le siège se trouve à Genève, en Suisse. Le Haut Commissariat apporte un soutien aux organes et mécanismes du Conseil, y compris à son comité consultatif, à ses rapporteurs spéciaux et à ses groupes de travail. Il assiste également le Conseil dans le cadre du mécanisme d'examen périodique universel. Ce mécanisme permet au Conseil des droits de l'homme d'examiner tous les 4 ans la situation des droits de l'homme dans chacun des 192 États membres. Le Haut Commissariat soutient également les organes créés en vertu d'instruments internationaux ou organes de traité qui surveillent la mise en œuvre des principaux traités sur les droits de l'homme. Ce film est consacré au système des organes de traité. Lors de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il était communément accepté que les droits qui y étaient proclamés devaient être traduits en obligations au moyen de traités juridiquement contraignants pour les États qui les auraient acceptés. L'Assemblée générale a adopté de nombreux traités sur les droits de l'homme couvrant un large éventail de droits. 9 de ces traités sont considérés comme les traités principaux, car ils s'inspirent des droits consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et se fondent sur les principes de la non-discrimination et de l'égalité. Certains de ces traités sont complétés par des protocoles facultatifs qui fournissent aux détenteurs de droits une protection de fonds accrue ou qui établissent de nouvelles procédures destinées à encourager la mise en œuvre. Ces traités sont la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, complété par 2 protocoles facultatifs sur les communications individuelles et sur l'abolition de la peine de mort. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, complété par un protocole facultatif instituant un procédé de plainte qui peuvent être déposés par des particuliers ou groupes de particuliers ou entre États, ainsi qu'une procédure d'enquête. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole facultatif instituant un procédé de communication individuelle et une procédure d'enquête. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, complétée par un protocole facultatif instituant un système de visite dans les lieux où des personnes sont ou peuvent être privées de liberté. La Convention relative aux droits de l'enfant, qui a 2 protocoles facultatifs concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, ainsi que la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. La Convention internationale sur les droits des personnes handicapées et son protocole facultatif, instituant un procédé de plainte et une procédure d'enquête. La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui n'est pas encore en vigueur.
Conjointement, ces traités sur les droits de l'homme constituent un ensemble de normes juridiquement contraignantes, dans la mesure où tous les droits sont interdépendants, intimement liés et réciproquement complémentaires. Pour devenir partie à ces traités, les États doivent déposer un instrument d'adhésion ou une notification adressée au secrétaire général des Nations Unies. Lorsqu'un État accepte un traité, celui-ci peut émettre des réserves par le biais d'une déclaration dans laquelle il indique qu'il ne sera pas lié par une disposition particulière. Une réserve ne peut pas être incompatible avec le but et l'objet du traité. L'acceptation d'un traité déclenche un processus dynamique de mise en œuvre, dans l'État partie, des droits consacrés par le traité. La mise en application de chacun de ces traités est surveillée par un comité spécifique appelé organe créé en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou organe de traité. Les comités sont composés de 10 à 25 experts indépendants nommés et élus par les États parties. Ils se réunissent à intervalles réguliers à Genève, mais parfois à New York. Ils remplissent plusieurs fonctions. Hormis le sous-comité pour la prévention de la torture, établi par le protocole facultatif à la Convention contre la torture, tous les organes de traité examinent les rapports soumis par les États parties. Ils peuvent adopter des observations générales qui interprètent des dispositions ou des thèmes spécifiques du traité. La plupart des organes conventionnels peuvent examiner des plaintes individuelles. Certains comités peuvent examiner des communications entre États. Certains comités peuvent mener des enquêtes sur la base d'informations fiables relatives à des violations graves et ou systématiques du traité en question. Les États ont ratifié des conventions relatives aux droits de l'homme. Ils se sont ainsi engagés à appliquer ces traités. Mais bien sûr, il convient d'exercer un certain contrôle. Ainsi, la fonction première des organes conventionnels est d'assurer le suivi de la mise en œuvre de ces instruments. Outre les organes de traité et les États parties, d'autres acteurs interviennent dans la procédure des organes de traité. Les institutions spécialisées de l'ONU, comme l'Organisation internationale du travail ou d'autres entités comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, possèdent souvent des informations sur des sujets particuliers qu'elles peuvent porter à l'attention des comités. D'autres organes intergouvernementaux, par exemple l'Organisation internationale pour les migrations, peuvent également fournir des renseignements. Les organisations non gouvernementales, nationales et internationales, peuvent fournir des informations oralement ou par écrit aux organes de traité. Les institutions nationales de défense des droits de l'homme sont des organes indépendants qui servent de lien entre le gouvernement et la société civile et qui fournissent des informations. Les médias peuvent sensibiliser l'opinion publique à ces droits et au système des organes de traité et ses résultats. Les organes du traité sont des comités qui font le suivi de la mise en œuvre des traités des droits de l'homme par le biais d'études de rapports, de pétitions et en menant des enquêtes. À l'exception du sous-comité de la prévention de la torture, les organes de traité assurent le suivi de la mise en application des traités par le biais de l'examen des rapports qui sont présentés périodiquement par les États parties. Ce processus commence par le dépôt et l'examen d'un rapport initial, suivi de rapports périodiques. L'objectif de ce processus d'élaboration et d'examen des rapports est d'une part de promouvoir le respect des traités sur les droits de l'homme par les États et de l'autre de procéder à un examen public de la législation, des politiques et des pratiques d'un État. Ce processus permet en outre de veiller à la poursuite des efforts en vue d'une meilleure mise en œuvre des droits de l'homme. L'examen d'un rapport par un comité constitue l'une des étapes d'un cycle en plusieurs phases. La société civile doit être consultée à toutes les étapes du cycle. Les différentes phases de ce cycle sont l'élaboration du rapport à l'échelon national, la préparation à l'examen. Durant cette phase, les membres du comité reçoivent des informations complémentaires d'un large éventail de sources différentes et soumettent leurs demandes de renseignements supplémentaires à l'État partie. L'examen du rapport par le comité en présence d'une délégation de l'État partie. L'adoption par le comité d'observation finale.
la mise en œuvre des observations finales par l'État partie et le suivi au plan national. En 2006, les comités ont adopté de nouvelles directives pour aider les États dans la préparation des rapports. Les États doivent présenter un document de base commun dans lequel figurent des informations pertinentes pour chaque organe de traité, ainsi qu'un document spécifique au traité visé. Chaque comité a élaboré ou est en train d'élaborer des directives pour les États parties qui viennent ou viendront compléter les directives pour le document de base commun. Ces nouvelles lignes directrices ont pour objet d'aider les États dans l'élaboration de leurs rapports spécifiques à un traité. La préparation du rapport donne au gouvernement l'occasion d'examiner la situation des droits de l'homme sur son territoire et d'établir un dialogue constructif avec la société civile. Le principal atout des rapports, c'est qu'ils fournissent une occasion d'apprentissage extrêmement intéressante et pertinente. Le simple fait que de nombreux ministères doivent contribuer à leur élaboration signifie que très souvent, les responsables, qui n'ont jamais entendu parler de ces conventions relatives aux droits de l'homme, sont amenés à les examiner pour la première fois et à les prendre au sérieux. Il est important que les institutions nationales de défense des droits de l'homme et les ONG échangent leurs points de vue avec les gouvernements en portant à leur attention leurs observations sur le rapport et la mise en œuvre en général. Elles peuvent également soumettre leurs propres rapports au comité, rapports qui sont souvent appelés rapports parallèles. Notre organisation a été chargée de coordonner la préparation d'un rapport parallèle pour l'Irlande du Nord en prévision de l'examen du rapport du gouvernement du Royaume-Uni. À cette occasion, nous avons consulté des femmes à propos des articles de la CEDAW et nous les avons sensibilisées à la Convention et à son contenu, ainsi qu'à la façon dont elles pourraient l'utiliser pour améliorer l'égalité et les droits des femmes au Royaume-Uni et en Irlande du Nord. Notre expérience avec la CEDAW et les Nations Unies nous a semblé très positive, car elle nous a permis d'améliorer nos connaissances et nos compétences et de faire un travail de sensibilisation. Nous avons ainsi contribué à projeter sur le devant de la scène des questions très controversées en Irlande du Nord, comme l'avortement, les droits génésiques ou encore la représentation équitable des femmes au sein de tous ces organes de résolution des conflits d'Irlande du Nord. Les médias peuvent sensibiliser l'opinion publique au fait qu'un rapport sur la mise en œuvre d'un ou de plusieurs traités est en cours d'élaboration. Le rôle des médias est avant tout de sensibiliser aux droits consacrés par le pacte. Tout individu doit savoir qu'il existe un pacte qui lui fournit une protection internationale en cas de violation de ses droits. Lorsque les individus connaissent leurs droits, ils sont mieux à même d'en jouir et de les défendre. En outre, lors de l'élaboration des rapports périodiques, les médias peuvent sensibiliser l'État partie à la nécessité d'impliquer les trois pouvoirs du gouvernement, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Tous doivent participer, car ils jouent un rôle important dans la défense des droits reconnus par le pacte. Cependant, d'autres secteurs de la société civile doivent également être consultés, y compris les ONG et d'autres acteurs. Ainsi, c'est le pays tout entier qui devrait contribuer à l'élaboration du rapport, ce qui va sensibiliser davantage l'opinion publique à ses droits. Les membres du comité devraient écouter le point de vue des différents segments du pays et non pas seulement celui du gouvernement. Il est sain de s'assurer que les organes conventionnels entendent également le point de vue d'autres personnes. La préparation d'un rapport permet d'évaluer la mise en œuvre des droits de l'homme au niveau national. L'établissement du rapport devrait être le fruit d'un processus consultatif. La société civile devrait participer activement au processus. Avant la session durant laquelle le rapport sera examiné, les comités glanent des informations complémentaires et actualisées pour avoir une vision objective du respect, par l'État partie, de ses obligations en matière de droits de l'homme. À cet effet, les comités se réunissent souvent avec des représentants d'entités de l'ONU, d'institutions nationales de défense des droits de l'homme et d'ONG. Fort de ces informations,
les comités dressent une liste de questions qui est adressée au préalable à l'État partie. Celui-ci doit alors fournir des informations complémentaires sur des points spécifiques. Normalement, lorsque nous recevons les rapports, ils remontent à 1 ou 2 ans. Par conséquent, lorsque nous les examinons, ils ont déjà 1 année ou 2 de retard. De ce fait, nous devons dresser une liste de points à traiter en vue d'actualiser l'information qui figure dans le rapport. Il s'agit le plus souvent d'une mise à jour de données chiffrées. Après que le rapport a été déposé, il est traduit dans les langues de travail du comité et une date d'examen est arrêtée. Une délégation de représentants de l'État partie présente le rapport au comité et répond à ses questions. L'examen du rapport n'est pas une audition judiciaire. Chaque comité a pour principal objectif d'engager un dialogue constructif avec la délégation sur la mise en œuvre. Avant la réunion, j'étais personnellement très inquiet. Quelles questions ces personnes vont-elles nous poser? Vous savez, peut-être vont-elles nous demander de poser les questions qu'elles-mêmes évoquent. Mais je pense qu'ils créent un climat propice à la réunion. Ce n'était pas du harcèlement, mais un débat. Nous donnons notre avis, ils nous donnent le leur, puis nous leur répondons à notre tour. Pendant la session, la plupart des comités allouent une tranche horaire spécifique aux entités des Nations Unies, institutions de défense des droits de l'homme et ONG, qui sont entendues dans le cadre de séances informelles. Il est important pour le gouvernement de savoir qu'il y a également un observateur ici, qui n'est pas nécessairement un représentant du gouvernement. Non pas que je pense qu'il ne dirait pas la vérité, mais il est toujours utile de savoir qu'une autre partie est présente avec un autre point de vue, ce qui est parfois un peu différent. Il est très important que le comité nous aide à établir un véritable dialogue avec les gouvernements. Un dialogue constructif, dans une atmosphère amicale et détendue, de façon à encourager les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que ces enfants puissent s'épanouir et devenir des citoyens heureux. Tout au long de la procédure de préparation et d'examen des rapports, le comité consulte des entités des Nations Unies, des institutions nationales des droits de l'homme, des ONG et d'autres acteurs, de façon à brosser un tableau complet de la mise en œuvre au plan national. L'examen du rapport est un dialogue constructif entre la délégation de l'État partie et le comité. L'examen fournit l'occasion à la délégation de demander des directives et des conseils concernant l'application d'un traité. Après avoir examiné le rapport, le comité adopte des observations finales visant à encourager l'État partie et à lui fournir des conseils pratiques sur les mesures nécessaires à l'amélioration de la mise en œuvre des droits consacrés par les traités. Les États sont instamment priés de traduire les observations finales dans les langues locales et de les diffuser largement aux fins d'informer l'opinion publique et de susciter un débat sur les mesures à prendre pour poursuivre l'application des droits de l'homme. Certains comités demandent spécifiquement aux États parties de veiller à transmettre les observations finales au Parlement. Les institutions nationales des défenses des droits de l'homme, les ONG et les médias jouent un rôle important dans la divulgation des observations finales. Dans un premier temps, nous assurons la diffusion des observations et des recommandations des organes conventionnels par le biais de nos rapports que nous soumettons au Parlement. En lisant ces recommandations, on s'aperçoit qu'elles sont rédigées dans un langage diplomatique clair et direct. Elles ne semblent en aucun cas dire « vous avez tort, par conséquent vous êtes responsable » ou alors « faites quelque chose pour améliorer la situation ». La présentation est professionnelle et de grande qualité. Les recommandations du comité peuvent constituer un instrument très utile, aussi bien pour les organes de l'État que pour les organisations de la société civile, car elles peuvent étayer des requêtes de fonds ou de nouvelles politiques ou toute demande de modification jugée nécessaire.
Il est plus facile de formuler de telles requêtes en se fondant sur un document comme les recommandations du comité. Les observations finales sont des instruments d'orientation essentiels pour les États parties et la société civile pour la mise en œuvre des traités. Les observations finales mettent en exergue les progrès réalisés et les lacunes à combler. L'État partie a non seulement l'obligation de mettre en œuvre les droits proclamés dans les traités, mais il lui incombe aussi d'assurer le suivi des observations finales. Le suivi des recommandations des organes de traité des Nations Unies est essentiel à l'échelon national. Sans ce suivi, le travail des organes conventionnels n'aurait aucun sens et tous les traités du monde n'y feraient rien. Tous les organes de traité demandent aux États parties de fournir des renseignements sur l'application des recommandations figurant dans des observations finales antérieures, dans le rapport suivant ou pendant le dialogue. Certains comités ont adopté des procédures formelles visant à surveiller la mise en œuvre des recommandations figurant dans leurs conclusions. Le Comité des droits de l'homme, le Comité contre la torture et le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes ont dressé une liste restreinte des recommandations prioritaires dans leurs observations finales. Les comités demandent à l'État partie de fournir des informations sur les mesures prises pour les appliquer dans un délai d'1 ou de 2 ans. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale demande des informations ou un rapport complémentaire sur cette mise en œuvre. Ces comités nomment des coordonnateurs de suivi ou des rapporteurs qui surveillent la conformité des États parties à ces requêtes. Des informations relatives y figurent dans le rapport annuel. Cependant, il est encourageant de constater que les organes de l'État, les institutions nationales des droits de l'homme et les organisations de la société civile, c'est-à-dire toutes les parties prenantes, prennent le suivi très au sérieux dans la mesure où elles appliquent au plan national les observations finales des organes conventionnels des Nations Unies. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme organise des ateliers de suivi pour les représentants du gouvernement, des institutions nationales de défense des droits de l'homme, des institutions des Nations Unies et d'ONG, ainsi que pour les médias. Le rôle de la société civile est essentiel, car elle veille au respect des recommandations et elle aide le gouvernement à assumer ses responsabilités. Cette procédure sert de plateforme de dialogue au niveau national et encourage l'élaboration de plans d'action nationaux spécifiques. C'est également le point de départ du rapport suivant. Bien sûr, toutes nos recommandations ne sont pas mises en œuvre. Mais on pouvait s'y attendre, car elles ne sont pas contraignantes. Ce ne sont que des recommandations. Or, ce qui est très intéressant, c'est que même les pays où la situation des droits de l'homme est difficile tiennent compte de certaines recommandations et lorsque nous examinons le rapport suivant, nous constatons toujours que des progrès ont été faits, petits ou grands, et c'est très encourageant. L'État partie est responsable du suivi des observations finales. Certains comités ont adopté des procédures de suivi. Le suivi peut servir de plateforme de dialogue national. L'adoption des observations finales marque la fin de l'examen formel du rapport. Mais le dialogue se poursuit afin de renforcer la mise en œuvre au plan national des obligations qui découlent des traités. En dépit du caractère juridiquement contraignant du processus d'élaboration et d'examen des rapports, et en dépit de ses avantages, cette procédure peut être un véritable défi pour les États parties, en particulier pour ceux qui ont ratifié un nombre important de traités. Certains ne présentent pas de rapport ou ne le font que passer un long délai. Les comités ont adopté une procédure qui leur permet, en cas d'absence de rapport, d'examiner la mise en œuvre des traités pertinents dans un pays donné, sur la base des informations mises à leur disposition par l'ONU, les institutions nationales de défense des droits de l'homme, les ONG et par d'autres sources. Cette procédure est parfois appelée la procédure d'examen. Chaque nouveau cycle vient consolider le cycle précédent. Ce cycle sert de tremplin à la réalisation de la jouissance pleine et entière des droits de l'homme. 5 comités peuvent examiner des communications déposées par des particuliers qui estiment que leurs droits ont été violés.
Il s'agit du Comité des droits de l'homme, du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, du Comité contre la torture, du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et du Comité des droits des personnes handicapées. Une procédure de communications individuelles est également prévue dans la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, qui n'a pas été acceptée par un nombre suffisant d'États parties pour devenir opérationnelle, de même que dans la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui n'est pas encore en vigueur. Le protocole facultatif au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 10 décembre 2008, confère également compétence en la matière au Comité des droits économiques, sociaux et culturels dès son entrée en vigueur. Les partisans d'un protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, doté d'une procédure de plainte pour violation présumée des droits de l'enfant, sont de plus en plus nombreux. Les plaintes peuvent uniquement être déposées contre des États ayant reconnu la compétence du comité pour examiner les communications individuelles. En fonction du traité, l'État partie choisit de reconnaître la compétence du comité en formulant une déclaration au titre d'un article du traité ou en devenant partie à un protocole facultatif. Quiconque peut déposer une plainte contre un État qui répond à ces critères. Une communication peut également être soumise au nom d'un tiers, avec le consentement de la victime, ou si l'auteur de la communication peut justifier qu'il agit en son nom sans un tel consentement. Le groupe ou la personne victime doit déposer une lettre écrite, signée, dans laquelle il explique, il expose les faits, les griefs, l'état visé et la violation qu'ils invoquent. Ensuite, une fois que la plainte est déposée, elle est reçue par le secrétariat du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Et il y a au Haut-Commissariat aux droits de l'homme un secrétariat spécialisé dans toutes les communications individuelles dirigées devant les 5 comités conventionnels qui connaissent ce type de procédure. D'abord, cette procédure des plaintes individuelles est un test de la bonne volonté des États de donner le plein effet à la convention qu'ils ont ratifiée. L'État qui accepte de se soumettre à la procédure des requêtes individuelles ou des plaintes individuelles va jusqu'au bout du système. Il accepte de prendre le risque de se faire condamner s'il y a une violation de la Convention. Donc c'est un test, à mon avis, pour les États. Aucun délai formel n'est fixé pour déposer une plainte. Toutefois, il est préférable de la déposer dès que possible après épuisement des voies de recours internes. Si les éléments essentiels d'un cas sont indiqués, la communication est enregistrée ou officiellement inscrite en tant que communication à examiner par le comité compétent. La communication sera portée à l'attention de l'État partie pour qu'il présente ses observations. La réponse de l'État partie est ensuite envoyée au plaignant pour qu'il formule ses commentaires. Après réception de ces commentaires, la communication est normalement prête à être examinée par le comité. Dans un premier temps, le comité devra déterminer si le cas remplit les conditions formelles de recevabilité. Ces conditions requièrent notamment que les voies de recours internes aient été épuisées, que le plaignant ait prouvé qu'il était directement ou indirectement touché par la violation présumée et que la communication soit suffisamment étayée. Si le comité conclut à la recevabilité de la communication, il procède à l'examen du cas quant au fond, aux fins d'établir si l'État a porté atteinte ou pourrait porter atteinte aux droits du plaignant en vertu du traité. Dans des circonstances urgentes, les comités peuvent soumettre à l'État partie une demande tendant à ce que l'État prenne des mesures provisoires pour prévenir un préjudice irréparable. Ces demandes sont habituellement présentées pour prévenir des actes irrémédiables, comme l'exécution d'une peine capitale ou l'expulsion d'un individu risquant d'être soumis à la torture. En général, les États accèdent aux requêtes des comités. Par exemple, dans les cas d'expulsion, si un comité demande l'adoption de mesures provisoires, les États renoncent à expulser l'individu concerné tant que le comité n'aura pas examiné le cas. Les communications sont examinées à huis clos, à la lumière des informations écrites soumises par le plaignant ou son représentant et par l'État partie.
Les comités n'examinent pas de communications orales des parties prenantes, pas plus qu'ils ne demandent de vérification indépendante des informations fournies. Les décisions des comités portant sur les communications individuelles sont inscrites dans le rapport. Si un comité conclut à une violation, demande est faite à l'État de prendre des mesures correctives efficaces et de répondre au comité sans excéder un délai précis. Les mesures correctives recommandées dépendent de la nature des manquements constatés. L'État a l'obligation de mettre en œuvre les conclusions du comité et d'adopter les mesures correctives de bonne foi. Les comités soumettent des demandes de renseignements sur la mise en œuvre de la décision. Les réponses des États sont réexpédiées au plaignant ou à son représentant pour commentaire. Un membre de chaque comité, appelé rapporteur spécial, présente régulièrement au comité un rapport sur la mise en œuvre de chaque décision, qui est ensuite publié dans le rapport du comité. Le rapporteur encourage l'État à appliquer la décision en soumettant des requêtes spécifiques, des rappels écrits réguliers ou encore au moyen de consultations avec des représentants de l'État et des visites occasionnelles dans le pays concerné. Les comités sollicitent aux États des informations sur le suivi donné aux décisions prises dans le cadre de communications individuelles durant le processus d'élaboration et d'examen des rapports. Ils adoptent souvent des observations finales relatives aux communications individuelles. Le Conseil des droits de l'homme encourage également les États à mettre en œuvre les décisions des comités par le biais de la procédure d'examen périodique universel. Bien que certains États ne respectent pas les décisions des comités, nombreux sont ceux qui ont adopté un large éventail de mesures de réparation en faveur des plaignants suite à des décisions. De nombreux États ont accordé des indemnisations, ordonné la mise en liberté de plaignants, rouvert des affaires pénales, suspendu l'expulsion d'individus, octroyé des titres de séjour, commué des peines de mort et amendé la législation et des politiques considérées comme contraires au traité. L'Autriche considère les vues des comités comme un instrument national très important pour la protection des droits de l'homme à l'échelon national. Nos autorités sont chargées d'en tenir compte et nous continuerons sur cette voie. Ainsi, des modifications législatives très importantes se sont inspirées des vues du comité. Les comités qui traitent de cas de torture, de discrimination à l'égard des femmes et des droits des personnes handicapées peuvent mener des enquêtes confidentielles s'ils reçoivent des informations fiables relatives à des présomptions de violations graves ou systématiques des conventions dans un État partie. Ces violations peuvent être de la torture systématique, des disparitions ou de la violence fondée sur le sexe. Elle travaillait dans un magasin de chaussures. Ce jour-là, j'ai fait sa lessive. J'ai étendu son linge. J'avais un sentiment étrange. Ma fille était portée disparue depuis 1 mois. Le 9 septembre, ils ont trouvé un squelette, mais ils ont dit qu'il appartenait à un enfant de 12 ans, mort depuis 6 mois. La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels prévoient également une procédure d'enquête sur la base d'informations fiables suggérant des disparitions ou des violations des droits économiques, sociaux et culturels. Les comités compétents en la matière peuvent décider, pour autant que l'État partie y consente, d'envoyer une délégation dans le pays en question. Les résultats de l'enquête, y compris les recommandations du comité, sont soumis à l'État partie qui doit présenter ses observations au comité, généralement dans un délai de 6 mois. Habituellement, l'État partie accepte la publication du rapport d'enquête et des observations du comité. Le sous-comité pour la prévention de la torture, établi par le protocole facultatif à la Convention contre la torture, a reçu pour mandat de visiter les lieux de détention dans les États parties comme mesure de prévention de la torture. Il est également demandé aux États parties de créer des mécanismes de prévention indépendants également chargés de visiter les lieux de détention.
Au terme de ces visites, le sous-comité publie un communiqué de presse dans lequel il fait part de ses observations et de ses recommandations générales. Un rapport plus complet est remis aux pays concernés. Ce rapport peut être publié avec l'accord de l'État partie. La plupart des organes conventionnels peuvent examiner des plaintes individuelles. Certains organes de traité peuvent décider de mener des enquêtes dans les pays. Les organes conventionnels sont conscients des difficultés que rencontrent les États pour présenter les multiples rapports en vertu de leurs obligations, de même qu'ils reconnaissent les obstacles que doivent surmonter les titulaires de droit pour accéder au système et l'utiliser. Pour résoudre ces questions et d'autres, les organes s'efforcent continuellement d'améliorer et de simplifier le système. Bien que notre mandat soit un mandat commun, mandat qui nous conduit à examiner les rapports des États parties pour évaluer l'application de nos traités respectifs au niveau national, chaque organe conventionnel a des méthodes de travail spécifiques. Nous avons en effet nos propres méthodes de travail, règlements intérieurs et lignes directrices concernant les rapports au regard de chaque pacte. Ce groupe de travail nous a permis de constater à quel point les choses se font différemment. Le principe sous-jacent est un principe d'égalité. Mais ce que le comité essaie de faire, c'est de promouvoir l'égalité en éliminant la discrimination raciale. Il existe d'autres moyens de garantir l'égalité, des méthodes plus positives, comme une politique de la reconnaissance. Mais avant tout, nous nous efforçons d'éradiquer certaines manifestations et de promouvoir des relations positives entre les individus et les groupes de la société. Telle est notre mission. Nous devons commencer par croire que c'est possible. Si nous ne croyons pas que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, aucune de ces mesures ne sera jamais possible. Nous devons y croire.